Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, il est 15h30. À la une de l'après-info, des violences policières, il y en a toujours eu, mais en aucun cas je n'en voudrais à l'ensemble des policiers. Au micro de BFM TV, Eddy, ce jeune homme qui dénonce un passage à tabac par des policiers de la BAC de Marseille et un tir de LBD, nous livre son témoignage. Réaction également à venir d'un syndicaliste policier, Edicide. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires alors qu'une structure gonflable s'est envolée hier à Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Un homme de 35 ans est décédé, sa fille de 4 ans est dans un état grave. Quelles normes de sécurité s'appliquent à ces structures? Le point dans ce journal. Près d'un mois après sa disparition au Vernet, les recherches reprennent aujourd'hui pour retrouver le petit Émile. Périmètre élargi, nouvelles équipes cynophiles, drones. Nous ferons le point sur les moyens déployés pour retrouver l'éventuel corps de l'enfant. Mais tout d'abord, ce document BFM TV, le témoignage de Eddy, ce jeune homme de 22 ans, victime présumée d'un passage à tabac et d'un tir de lanceur de balles de défense par la police début juillet dernier. C'était à Marseille, dans un contexte d'émeute urbaine auquel le jeune homme affirme ne pas avoir participé. Oui, un peu plus tôt sur notre antenne, le jeune homme opéré plusieurs fois après de graves blessures à la tête a livré sa version des faits et donné des nouvelles de sa santé. Écoutez. Au réveil, après l'opération, je me suis rendu compte, entre guillemets, que c'était grave parce que autour de mon lit, il y avait la plupart de ma famille, mes proches, qui étaient en train de pleurer quand je me suis réveillé. Donc c'est là qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ensuite, peu après m'être réveillé, j'ai vu les médecins qui sont venus m'expliquer ce qui s'était passé du coup. Et même si en m'expliquant, il y a une prise de conscience qui est assez dure, mais petit à petit, en restant 3 semaines à l'hôpital, la prise de conscience vient peu à peu. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce soir-là? Quelle est votre version des faits? Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là, donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque. Il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite, une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les 4 en fait, ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque, ils m'ont frappé avec leurs gants. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Des violences policières, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps, mais en aucun cas j'en voudrais à l'ensemble des policiers, parce que quand nos parents, quand nos proches ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils soient là. Non, c'est important de dire que la police est importante en France parce qu'on se sent quand même mine de rien en sécurité. S'ils ne seraient pas là, ça serait un grand bordel. Hein. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Hein. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent. Et j'espère qu'aujourd'hui ils ont réfléchi vis-à-vis de l'acte qu'ils ont commis. Mais non, en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Ils sont importants en France et non, c'est important. Vous n'avez donc pas eu d'échange avec le gouvernement. Est-ce que vous recevez en revanche des témoignages de la part de la population, de la part d'anonymes, de personnes qui vous écrivent, ou bien est-ce que vous êtes devenu en quelque sorte une personne un peu plus connue? Honnêtement, il y a un grand soutien de la population française, de tous les citoyens. Et honnêtement, il y a un soutien, une solidarité auquel je n'aurais pas cru autrefois. Aujourd'hui, je reste bouche bée de l'aide qu'on a, du soutien mental et du soutien psychologique. Et pas seulement moi, les autres victimes aussi. Donc c'est vraiment important pour nous de se sentir pesé un petit peu dans la balance. Et c'est très important d'être solidaire entre nous parce que
voilà, ça nous aide, même si nos proches, nos amis sont là. Outre ça, de voir que les gens sont là pour nous aider, sont là pour nous comprendre, essayer de changer les choses avec nous, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je tiens à leur dire un grand merci, des plus sincères, parce que sans ce mouvement, on va dire, social, on n'en arriverait pas là où on en est. Eddy qui déclare ne pas en vouloir à l'institution police dans son ensemble. Écoutez la réaction d'Eddy Cid, le porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO à Marseille, qui était avec nous tout à l'heure. Aujourd'hui, je me félicite du discernement que fait ce jeune. J'aimerais que certains pseudo-bien-pensants, certaines castes politico-médiatiques fassent de même, parce qu'on a eu tout son contraire depuis ces derniers temps. On a eu des visions totalement manichéennes. On a eu très peu d'intervenants qui ont preuve de tempérance. Il a donné des éléments de l'enquête, c'est son droit, effectivement, il est parti prendre là-dedans. Moi, je ne rentrerai pas dans le détail puisqu'il y a une instruction en cours, vous avez bien compris. Nous attendons effectivement la décision du juge d'instruction concernant la libération ou pas de notre collègue. C'est quand même la clé de voûte de l'apaisement de cette situation. Je rappellerai aussi que la justice suit son cours, qu'il y a eu 8 gardes à vue, qu'il y a eu 4 mises en examen, et que aujourd'hui personne n'enfreigne la justice ou le bon fonctionnement quel qu'il soit. Les policiers ont juste demandé, et je le rappelle, que la présomption d'innocence fonctionne pour eux comme tout autre citoyen français. 4 policiers de la BAC de Marseille ont été mis en examen dans cette affaire. Et il y a 10 jours, l'un d'eux a été placé en détention provisoire. Il l'est toujours, ce qui a provoqué la colère dans de nombreux commissariats. Le point sur l'enquête confiée à l'IGPN avec notre journaliste police-justice Vincent Ventingham. On est au stade de l'instruction et ça suit son cours. Le stade de l'instruction, on est bien conscient, c'est un juge d'instruction. On est sur un temps un peu plus long des investigations et selon nos informations, cette enquête, elle se concentre à l'heure actuelle sur l'exploitation, sur l'analyse des images de vidéosurveillance. Alors on le sait, il y a notamment la caméra qui équipait un lieu de culte à proximité du lieu des faits qui a pu capter quelques images. On imagine que les enquêteurs sont en train de les visionner et de les analyser, tout simplement parce que dans cette affaire, et Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM l'avait révélé la semaine passée, les 4 policiers mis en examen ont très peu collaboré avec la justice, ils se sont montrés peu coopératifs. L'un des 4 mis en examen a reconnu qu'il y avait des violences lors de ces auditions, mais les 3 autres ont préféré garder le silence, ne pas répondre aux questions, indiquer qu'ils n'avaient pas de souvenir de la nuit ou alors qu'ils ne se reconnaissaient pas sur les photos ou les images que les enquêteurs pouvaient leur présenter. Donc on le voit, cette analyse des images de vidéosurveillance du quartier va être essentielle pour les juges d'instruction afin de tenter de savoir exactement ce qui s'est passé et d'où viennent les blessures qui ont été causées à Eddy. Par ailleurs, Vincent, l'agent qui a été incarcéré a fait appel de sa détention provisoire. La cour d'appel va bientôt se prononcer ? Oui, jeudi, pression maximale, on pourrait dire, sur les magistrats de la cour d'appel d'Aix, parce qu'on l'a vu, les raisons de cette grogne, de ce mouvement de colère des policiers, c'est le placement en détention provisoire de l'un des leurs. Jeudi, ce sont des magistrats donc de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui vont réexaminer ce dossier, non pas sur le fond, mais vraiment pour savoir s'il doit être maintenu en détention ou laissé libre ou sous contrôle judiciaire. On le sait, lors de la première audience, 2 motifs avaient été retenus pour le placer en détention provisoire. Le risque de pression sur la victime ou ses proches. On le voit, Eddy a parlé un petit peu partout, il a donné sa version des faits, on imagine mal qu'il y ait encore des risques de pression sur lui. En revanche, le deuxième motif à invoquer, c'était le risque de concertation frauduleuse avec les autres protagonistes de l'affaire, notamment les autres policiers. Et on le rappelle, la plupart d'entre eux ont gardé le silence devant le juge d'instruction et les enquêteurs, donc ce risque, il est toujours prégnant. Comment sera-t-il analysé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ? Réponse jeudi avec une décision qui pourrait tomber dans la journée ou peut-être dès le lendemain. 15h38 également dans l'actualité, les suites de l'accident survenu hier dans un parc de loisirs de Saint-Maximin à Sainte-Baume dans le Var. Un père de famille de 35 ans et sa fille de 4 ans ont été emportés lorsque la structure gonflable dans laquelle ils jouaient s'est envolée, les laissant dans un premier temps entre la vie et la mort. Le papa a finalement succombé à ses blessures. Hilal El Aflahi. C'est à l'hôpital de la Timone à Marseille que la petite fille âgée de 4 ans a été admise en urgence absolue. Le maire de Saint-Maximin de la Sainte-Baume a indiqué que le père de famille âgé de 35 ans n'a pas survécu à ses blessures. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la maman présente sur les lieux, qui a fait preuve d'un courage remarquable, ainsi qu'à tous les membres de la famille. Hier, en plein après-midi, un père et sa fille jouent sur une structure gonflable. Sous le regard de plusieurs témoins, l'installation s'envole pour s'écraser quelques mètres plus loin. À l'arrivée des secours, le père et sa fille sont en arrêt cardio-respiratoire.
Les 2 victimes sont évacuées dans 2 hôpitaux marseillais. Selon Météo France, des rafales de vent de plus de 50 km/h soufflaient sur Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ce dimanche. La structure gonflable se trouvait dans ce parc aquatique, installé sur un terrain de la ville. C'est un terrain communal qui a été mis à disposition de la société, qui avait des équipements de ce type-là qui fonctionnaient déjà par ailleurs et qui fonctionnaient très bien. Après, c'était le gérant et l'exploitant à s'assurer de toutes les conditions requises, notamment en termes de respect des normes en vigueur, pour que l'exploitation se passe au mieux. Le maire de la commune a indiqué qu'1 minute de silence sera respectée lors du conseil municipal ce mercredi en mémoire du père de famille et qu'une cellule psychologique a été mise en place destinée à prendre en charge les enfants présents choqués par cet accident. Ce drame, une personne y a assisté, une voisine du terrain où était installée l'animation. Après avoir témoigné à la gendarmerie, elle nous a raconté la terrible scène à laquelle elle a assisté. J'étais dans le jardin, donc la maison juste derrière, avec mes 4 amis. Et on a tous vu d'un coup la structure donc au-dessus des arbres. Elle était dans le ciel ici, donc à 50 mètres de hauteur. Ça nous a tout de suite choqués. Et donc moi, on a vite fait le tour, on est vite venu voir. On a vu les 2 personnes inanimées par terre. Et on est venu porter secours, aider les secouristes, tout ça, à essayer de soulever la structure pour regarder s'il n'y avait pas d'autres personnes dedans. Bon, il n'y avait personne, c'était très lourd à essayer de soulever parce que la structure, il y avait de l'eau et de l'air dedans, donc forcément voilà. Donc on a dû prendre des couteaux, des machettes, etc. pour essayer de la crever au maximum et heureusement, il n'y avait personne. Donc le bilan était à 2 victimes déjà quand même. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu, Mais il y avait beaucoup de vent hier, il y avait beaucoup de vent. Ouais, je suis un peu énervée de la situation et triste surtout pour la famille parce que j'ai tout vu et d'entendre la maman dans cet état crier pour sa fille et le père, c'était horrible. On rappelle que dans cette affaire, le parquet de Draguignan a ouvert une enquête pour blessures et homicide involontaire. Denis Avakian est le directeur général de la société de location de matériel et de divertissement Star Anime. Il rappelle une règle importante d'installation de ce genre de matériel en fonction de la force du vent. Écoutez. Il y a une réglementation qui existe de toute manière, qui nous impose une interdiction de gonflage au-delà de 38 km/h. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre de matériel au-delà de 38 km/h. Il y a une échelle de Beaufort qui nous sert simplement de repère. Après, les structures doivent être, bien évidemment, même s'il n'y a pas de vent, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bourrasque, qu'on n'est pas après d'un coup de vent, d'un orage qui peut arriver à tout moment, toutes les structures doivent être ancrées au sol, par des piquets qui mesurent au minimum 38 cm. Au-delà de ça, on doit aubaner si on peut pas, et en plus aussi ancrer, ou encore mettre du lestage supplémentaire selon la nature du sol. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va faire le point avec vous, Alizé Boissin. Que sait-on de la structure gonflable qui a causé l'accident, Alizé ? Bien écoutez, ce qu'on sait, c'est que cette structure gonflable était présente sur un parc éphémère, vous l'avez dit, qui est situé dans le Var. Et donc, ce parc a ouvert cet été. Et concernant la structure gonflable, ce qu'on sait, c'est qu'elle pèse 1 tonne, et qu'elle était grande de 20 mètres de long sur 20 mètres de large, qu'elle était donc gonflable et que lorsqu'il y a eu une rafale de vent, celle-ci s'est envolée et donc les 2 visiteurs qui étaient à l'intérieur ont été traînés sur plusieurs mètres. Alors pour le moment, il est trop tôt pour connaître vraiment les causes de l'accident, mais une enquête est en cours. Alizé, qui fixe les règles de sécurité de ce genre d'installation ? Eh bien, c'est l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui dirige les normes qui encadrent les structures gonflables, notamment avec la norme 14960. Alors, quelques règles, par exemple, qu'il faut respecter. Il faut un filet de retenue pour délimiter la zone, un système d'ancrage pour fixer au sol la structure gonflable et enfin, la pression de l'air est réglementée. Plus largement, comment sont encadrés les parcs sur sécurité des manèges ? Eh bien, écoutez, la sécurité des manèges, elle est encadrée par la loi de 2008 qui a été promulguée sous Nicolas Sarkozy. Et elle précise, cette loi, que les manèges, les machines et installations pour les fêtes foraines ou parcs d'attractions sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement. Et est-ce qu'il existe une différence entre un parc d'attractions et une fête foraine ? Oui, il faut bien distinguer les deux. D'abord, il y a les parcs d'attractions, ces structures fixes. On pense par exemple au parc Disneyland ou encore au parc Astérix. Là, il y a des contrôles quotidiens, il y a même une maintenance, un peu comme une voiture. On va réviser la machine quand celle-ci ne fonctionne plus bien. Et puis, il y a aussi des normes européennes que les parcs doivent respecter.
Concernant les fêtes foraines, c'est un petit peu différent. Il y a une loi qui précise que tout exploitant de manège, machine ou installation est tenu d'afficher le nom de l'organisme de contrôle et la date de la dernière visite de contrôle. Et avant l'ouverture de ces structures qui se démontent et se remontent, il y a une commission de sécurité qui vient visiter le parc. Alors, cette commission de sécurité, il y a par exemple le maire, les pompiers qui viennent visiter le parc, vérifier que tout est bien aux normes et pour savoir si on peut bien accueillir du public. Et c'est bien l'édile qui peut à la fin donner ses conclusions et dire si oui ou non le parc peut ouvrir. Merci beaucoup Alizée pour toutes ces précisions. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucune nouvelle du petit Émile, 2 ans et demi, disparu il y a 3 semaines au Vernet. C'est dans le cadre de l'enquête que les recherches reprennent aujourd'hui avec de nouveaux moyens pour éventuellement retrouver un corps. Pierre Barbin est notre envoyé spécial sur place au Vernet. La décision a été prise par les 2 juges d'instruction en charge de l'affaire. Les recherches reprennent en compagnie de 7 chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, ainsi qu'un drone de la gendarmerie nationale pour explorer les zones difficiles d'accès. Cela fait suite à 4 jours de recherche qui ont eu lieu la semaine dernière dans un périmètre de 5 km autour du lieu de villégiature du Petit Émile. Un périmètre qui est désormais élargi jusqu'à jeudi soir au minimum. Ce que l'on sait également, c'est que les enquêteurs ont ordonné à tous les agriculteurs de ne plus faire les foins dans les champs parce que ça pourrait effacer certains indices. En tout cas, l'accès au hameau du Haut-Vernet est toujours bloqué jusqu'à aujourd'hui normalement, mais c'est vrai que l'arrêté d'interdiction pris par la mairie pourrait être prolongé. Cela fait maintenant plus de 3 semaines qu'Émile a disparu. C'était le 8 juillet aux alentours de 17h15 et pour l'instant, il n'y a aucune trace pour retrouver l'enfant, le petit garçon de 2 ans et demi. Dans ces nouvelles recherches, en tout, ce sont 7 chiens du Centre national cynophile de la gendarmerie de Gramat qui sont déployés sur place, notamment. Bonjour Stéphane Renaud, vous êtes dresseur et comportementaliste canin. On rappelle que dans la première phase de recherche, les chiens qui avaient été utilisés, c'était des chiens Saint-Hubert. Et désormais, ce sont donc des chiens de type malinois et Springer Spaniel qui sont utilisés. Pourquoi ce changement? Quelle est la différence entre ces différents types de chiens? Alors, la différence entre un Saint-Hubert et un Springer ou un Malinois, c'est que le Saint-Hubert va être utilisé sur une piste. Un Malinois peut aussi pister, mais le Saint-Hubert est plus performant. Par contre, quand on fait de la recherche de cadavres, on n'utilisera pas de Saint-Hubert qui n'est pas, si vous voulez, sélectionné pour ça à la base. C'est une race qui a des qualités, qui a été sélectionnée avec un nez assez exceptionnel puisqu'il est 60 fois supérieur, il a 60 fois plus de cellules olfactives que nous, les êtres humains. Mais si vous voulez, il n'est pas fait pour ce type de recherche. Donc, on va utiliser un chien de type Stringer ou Malinois, qui, eux, sont des chiens beaucoup plus proches du maître, beaucoup plus polyvalents et qui ont une disponibilité plus grande. Cette capacité de jouer avec son maître toute la journée, par exemple. On va pouvoir utiliser ces chiens-là pour leur apprendre ce type de recherche, qui ne correspondrait pas à un Saint-Hubert, qui, lui, est vraiment un pur chien de chasse, à la base. Comment ils réagiraient, ces chiens, dans le cadre d'une découverte de corps ? Alors, le signalement de sang, d'os ou d'un corps, c'est donc le chien va marquer la position. Ça, c'est propre à chaque chien. On va adapter le profil psychologique de chaque chien. Des chiens qui vont soucher, des chiens qui vont rester assis, des chiens qui vont aboyer. Donc, on va utiliser chaque conducteur, le chien connaît son chien parce qu'il l'a formé pendant 1 an. Et le chien va marquer donc ce qu'il trouve sans y toucher. Un peu comme de la recherche explosive où le chien va marquer sans toucher. Et donc, ça va permettre au maître de dire, voilà, mon chien marque, il aboie ou il se couche ou il s'assoit à l'endroit où il a détecté quelque chose. Et dans ce type de recherche, parfois, le maître ne verra pas ce que le chien a trouvé. Ça peut être enfoui, par exemple. Ça peut être du sang qu'on ne voit plus très bien au milieu de la végétation. Et ça va être à ce moment-là une équipe scientifique qui va rentrer en jeu et qui va rechercher les indices que le chien aurait détectés. Et comment on pourrait expliquer que, dans un premier temps, les Saint-Hubert n'aient pas réussi, eux, à retrouver de traces de corps sans vie du petit Émile? Alors ça, c'est assez étrange, parce que je pense que même par rapport à la configuration, il n'y a même pas besoin de Saint-Hubert. Un bon Malinois, un bon berger allemand dressé en recherche utilitaire aurait dû trouver parce que ce n'est pas si grand que ça. Donc en fait, c'est quand même, jusqu'ici, on ne se l'explique pas trop comment le corps se volatilise, comment il disparaît comme ça. Donc en allant chercher un peu plus loin, je pense que les enquêteurs ont des petites idées et ils veulent écarter ces idées en pensant, ces théories, en disant peut-être que c'est ça ou peut-être que c'est ça. Est-ce que le corps a été déplacé de façon mécanique avec un quad, une moto, ou est-ce que quelqu'un l'a porté et le chien a perdu l'odeur sur une distance? Et donc, ou est-ce que éventuellement un prédateur a déplacé le corps? Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, je crois que là aujourd'hui, on est passé dans une autre phase d'enquête. On va fouiller du terrain
pour retrouver voilà, un corps inerte. Et l'odeur va se diffuser, puisque l'enfant, s'il est décédé, malheureusement, va se décomposer. Et si vous voulez, le chien peut être opérationnel pendant plusieurs mois encore. Sur ces terrains, il y a des broussailles, on est en forêt, en montagne, sur des terrains pentus. Ces chiens, notamment les chiens là, qui sont envoyés aujourd'hui, les Malinois ou les Springer Spaniels, ils sont formés pour intervenir sur ce genre de terrain? Oui, en fait, on va les... je veux dire, c'est presque plus facile de travailler dans des forêts, dans un environnement naturel qu'en ville. Donc, si vous voulez, l'environnement naturel il est quand même plus propice pour utiliser le nez du chien, d'accord, naturellement, ça on peut le comprendre, que dans les endroits où il y a des hydrocarbures, du goudron, etc. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui peut être difficile, c'est le terrain, passer à travers des broussailles, passer à travers des forêts, etc. Des fois, les chiens peuvent avoir envie de le contourner, pas faire l'effort. Mais les petits Springers qu'ils utilisent, les Malinois, sont justement des chiens qui ont été sélectionnés sur X générations, qui ont des capacités de travail qui les rendent pugnaces, motivés, courageux, et ils vont faire des efforts pour aller jusqu'à leur but. Merci beaucoup pour tous ces éclairs. Il y a une grande complicité qui se crée. Oui. Je vous en prie, terminez. Oui, il y a une grande complicité qui se crée entre le maître et le chien. Le maître connaît son chien et il va pouvoir faire même parfois appel à un autre chien s'il estime que son chien il est un peu dépassé par la situation. Ou alors, il va savoir si son chien lui montre quelque chose. Il faut peut-être aller fouiller un peu plus loin, sur 10 mètres plus loin, parce qu'on n'y a plus accès par rapport au terrain, etc. Le chien, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de limiter la recherche et le temps utilisé par ses qualités. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Stéphane Renaud, je rappelle que vous êtes dresseur et comportementaliste. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, la météo. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Bonjour, avant l'arrivée d'un fort coup de vent entre mardi soir et mercredi matin dans le nord-ouest de la France, on aura l'occasion évidemment de le surveiller. Eh bien, déjà beaucoup de monde dans le ciel avec de très très nombreux nuages qui nous apportent des pluies parfois copieuses. C'est le cas en ce moment de la Bretagne à la Normandie en remontant vers les frontières du nord-est. Pour demain matin, eh bien, cette petite dégradation aura glissé dans l'intérieur du territoire entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est, avec d'ailleurs des pluies toujours assez copieuses à caractère orageux. À l'arrière, ciel de traîne typique avec des nuages parfois menaçants, quelques ondées, toujours du vent notamment entre le Cotentin et la Côte d'Opale. À l'avant, le ciel va changer un tout petit peu avec l'installation d'un voile nuageux et ce vent qui restera sensible. On va de nouveau évidemment surveiller le risque d'incendie, notamment sur les départements qui bordent la Méditerranée. Dans l'après-midi, la perturbation face aux hautes pressions aura quasiment disparu. On trouvera quand même quelques nuages supplémentaires et déjà l'entrée d'une nouvelle dégradation dans l'ouest sur la Bretagne avec des nuages, avec des pluies et donc un très très net renforcement du vent en soirée. Il sera, je vous le rappelle, à surveiller. Alors les températures vont dégringoler d'ici jeudi sur le territoire. On voit déjà le changement depuis quelques jours sur les régions du Nord. 14 degrés pour demain matin à Cherbourg, déjà 22 degrés pour Perpignan. Et dans l'après-midi, ça va baisser également sur les régions les plus au sud. 25 pour Bordeaux, 26 à Clermont-Ferrand et une vingtaine de degrés quand même tout au bout de la Bretagne. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il y a ceux qui font l'info. Nous avons trouvé ce matin un accord. La réforme, oui, la chie en ligne. Et ceux qui l'expliquent. On voit que le pays bascule dans un moment de tension. Demain, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité pour tout le monde. Sur BFM Story, plus besoin de choisir. Que répondez-vous à ce que vous venez d'entendre sur le plateau? Pendant 2 heures, chaque jour, le plus célèbre des duos convie acteurs et commentateurs pour refaire l'info autrement. Les débats sont toujours animés dans BFM Story. BFM Story, présenté par Alain Marchal et Olivier Truchot, du lundi au jeudi à partir de 16h50, en direct sur BFM TV. Et pour vous, c'est quoi la mobilité plus durable? Quel que soit mon véhicule, c'est d'être sûr d'avoir un garagiste qualifié près de chez moi. Dans les garages et carrosseries AD, nous entretenons et réparons votre véhicule, quelle que soit sa marque, son âge ou sa motorisation. Prenez rendez-vous sur ad.fr. AD, c'est sûr. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety,
Ça le fait! Dans quelques secondes, Léo va enfin relever les yeux de son portable. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 70 millions d'euros. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Yes! 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 Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. Bienvenue chez Poltrone Sofa. Voulez-vous tester nos canapés dernière génération en les essayant vraiment? Avec la collection famille, la dernière génération est pour tout le monde. Essayez, c'est aussi réglable. Le canapé Venerano est à 1449 €. Regardez ce bel espace. Et le canapé Olza, avec lit coulissant, est à 959 €. La dernière génération, à ces prix-là, elle plaît à toute la famille. En plus, les modèles en exposition sont en livraison rapide. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. En 2017, j'ai obtenu mon CAP Petite Enfance et depuis, je suis auxiliaire de crèche. C'est un métier utile dans lequel je m'épanouis tous les jours. Je me suis formée à distance avec le Centre européen de formation. J'ai pu étudier chez moi, à mon rythme, tout en gardant mon travail à côté. Comme Méline, obtenez un diplôme dans un secteur qui recrute. Le CEF, c'est aussi des formations en prothésie ongulaire, en décoration, en développement web ou encore en naturopathie. Rendez-vous sur centreeuropéenformation.fr. centreeuropéenformation.fr. G Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Bon anniversaire! Des moments de vie rendus possibles par la recherche médicale. Donnez du sens à votre patrimoine en faisant un legs à la Fondation pour la recherche médicale. Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez Marion de la Fondation pour la recherche médicale au 0805 216 216 ou sur frm.org. Parce que votre chien fait partie de la famille, assurez-le. SantéVet, l'assurance qui rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. Optimus Prime, montez pas à pas cette réplique de grande taille du protagoniste de Transformers. Le numéro 1, 50 centimes d'euros chez votre marchand de journaux et sur altaïa.fr. Moi, j'ai économisé 9 175 € sur mon crédit immobilier. Moi, 380 € sur mon assurance auto. Et nous, 17 315 € sur notre assurance emprunteur. Moi, j'ai économisé 392 € sur ma mutuelle. Moi, 793 € sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur vos économies avec meilleur taux? Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Profitez longtemps des sons que vous aimez. En vous protégeant des agressions sonores. Grâce à leur forme anatomique, les protections en mousse Kies vous apportent confort et protection. Kies, qui prend soin de vous? Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, l'Espagne est à partir de 499 €, tout compris. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Avec des couches de confort supplémentaires pour un accueil moelleux, sans s'enfoncer.
Avec 5 zones de soutien renforcées pour soulager votre corps tout entier, découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Un homme de 35 ans a perdu la vie à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Il se trouvait hier dans une structure gonflable d'un parc de loisirs qui s'est envolé. Sa fille qui était avec lui est grièvement blessée. Elle était à l'hôpital de la Timone où nous serons dans un instant à Marseille. 32 blessés légers, c'est le bilan du spectaculaire accident survenu hier à Cannes entre deux bus qui ont ensuite embouti une quinzaine de deux roues. Il aurait pu être bien plus lourd. Nous retrouverons dans ce journal notre reporter Benoît Ruiz sur place. Ma vie a été bouleversée. Le témoignage d'Eddy sur BFM TV. Cet homme de 22 ans accuse des policiers de l'avoir passé à tabac en marge d'émeute à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Il dit ne pas en vouloir à l'ensemble des policiers et ne pas faire partie des émeutiers. C'est un drame qui a coûté la vie à un père de famille de 35 ans hier après-midi dans un parc aquatique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Il se trouvait avec sa fille dans une structure gonflable qui s'est envolée. Antoine Forestier, vous êtes devant l'hôpital de la Timone à Marseille où se trouve la petite fille de 4 ans grièvement blessée. Oui, une petite fille qui est toujours dans un état d'urgence absolue. Selon le procureur de la République de Draguignan qui a communiqué à la mi-journée, son pronostic vital est toujours engagé. Elle a été transférée hier par hélicoptère dans cet hôpital marseillais. Son père avait également lui été aussi transféré par hélicoptère dans un autre hôpital de Marseille. Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures hier dans la soirée. Les deux victimes en fait se trouvaient sur une structure gonflable dans le parc Wonderland de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et aux alentours de 15h, une bourrasque de vent, un vent très fort a fait décoller ce château gonflable qu'on a retrouvé à une cinquantaine de mètres du lieu initial. Ils ont donc tous les deux été projetés au sol et blessés. Ils ont été réanimés par les pompiers qui sont intervenus sur place. On parle d'une vingtaine de pompiers. C'est vous dire la gravité de cette intervention avant donc d'être, je vous le disais, héliportés dans ces hôpitaux marseillais. Le maire de la commune a mis en place une cellule psychologique pour les témoins de cet accident qui souhaiteraient échanger avec des professionnels de santé. Les drapeaux de la mairie sont en berne. Une minute de silence aura lieu au conseil municipal mercredi prochain. Et puis le procureur de la République de Draguignan a annoncé qu'une enquête était ouverte pour blessure et homicide involontaire. Merci pour ces dernières précisions. Antoine Forestier avec Mathieu Lepeignet en direct de Marseille pour BFM TV. Une voisine qui habite juste à côté du site a assisté à cette scène hier après-midi et elle raconte les faits au micro de Tom Ferrara. J'étais dans le jardin, donc la maison juste derrière, avec mes 4 amis. Et on a tous vu d'un coup la structure donc au-dessus des arbres. Elle était dans le ciel ici, donc à 50 mètres de hauteur. Ça nous a tout de suite choqués. Et donc moi, on a vite fait le tour, on est vite venu voir. On a vu les 2 personnes inanimées par terre. Et on est venu porter secours, aider les secouristes, tout ça, à essayer de soulever la structure pour regarder s'il n'y avait pas d'autres personnes dedans. Bon, il n'y avait personne, c'était très lourd à essayer de soulever parce que la structure, il y avait de l'eau et de l'air dedans, donc forcément voilà. Donc on a dû prendre des couteaux, des machettes, etc. pour essayer de la crever au maximum et heureusement, il n'y avait personne. Donc le bilan était à 2 victimes déjà quand même. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu, Mais il y avait beaucoup de vent hier, il y avait beaucoup de vent. Ouais, je suis un peu énervée de la situation et triste surtout pour la famille parce que j'ai tout vu et d'entendre la maman dans cet état crier pour sa fille et le père, c'était horrible. Avec nous en plateau, Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. Mélanie, l'enquête ouverte par le parquet de Draguignan a été requalifiée depuis la mort du père de famille. Elle est désormais ouverte pour homicide et blessure involontaire. Oui, parce qu'en fait, il va s'agir de déterminer si une responsabilité pénale peut être engagée s'il y a en fait eu des manquements dans cette organisation. Alors pour ce faire, on l'a vu sur ces images, l'enquête elle a débuté sur le terrain hier notamment. Les gendarmes qui ont commencé les constatations techniques, ils ont notamment fait un survol du parc en hélicoptère. Là, le but c'est de faire des prises de vue aériennes pour comprendre le fonctionnement du site. Et puis, il y a des constatations au sol qui ont également été effectuées. Les gendarmes, là, vont devoir déterminer l'état du château gonflable
avant l'accident, quel était notamment aussi le type d'ancrage au sol, s'il a bien été réalisé. Et puis administrativement, là, ils vont vérifier, ces gendarmes, s'il y a eu des contrôles de sécurité qui ont été effectués. Et puis la météo également va pouvoir être étudiée par les enquêteurs. Les bourrasques de vent étaient-elles prévisibles? On sait qu'au-delà de 38 km/h, eh bien, ces structures gonflables doivent être démontées. Hier, ces bourrasques étaient équivalentes à environ 50 km/h. Donc encore une fois, est-ce que ces bourrasques étaient prévisibles? C'est l'une des questions de cette enquête. Et puis les gendarmes, enfin, vont pouvoir entendre de nombreuses personnes, que ce soit des auditions de témoins ou encore le propriétaire de la structure gonflable. Un tel drame pose bien sûr la question de la sûreté de telles installations. Avec nous en direct, Isabelle Thibault, bonjour. Merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes directrice du parc Aventureland, c'est près de Paris, où il y a notamment des structures gonflables. Qu'est-ce que vous devez vous respecter comme règle pour assurer la sécurité de votre exploitation ? Alors bonjour, on est effectivement un parc de loisirs de plein air. On compte une petite dizaine de structures gonflables de différentes formes, de différentes tailles. On est un parc saisonnier, on est fermé donc entre octobre et avril. Alors déjà tous les hivers, les structures retournent chez le fournisseur, chez le constructeur pour vérifier l'état des coutures, s'il n'y a pas de trous. Vérifier également l'état des plastiques, l'état d'usure et vérifier que la capacité de gonflage est bien toujours OK. Ensuite, quand on les récupère avant l'ouverture de la saison, toutes les structures sont posées, gonflées et vérifiées donc par un organisme agréé qui donne l'aval pour pouvoir les utiliser ou pas toute la saison. Cet organisme, à quelle fréquence il vérifie justement que les normes sont toujours respectées ? Alors pour nous, c'est une fois par an. Il passe une seule fois à l'année sur le site, donc en général au mois de mars, juste avant l'ouverture du mois d'avril. Et ensuite, la maintenance, on va dire quotidienne, est faite par notre équipe, c'est-à-dire qu'on surveille quotidiennement qu'il n'y a pas de rupture au niveau des coutures, qu'il n'y a pas de déperdition de gonflage, c'est-à-dire qu'il y aurait des trous qu'on répare avec des rustines, de la colle, et toujours en vérifiant que la structure reste bien gonflée au maximum pour qu'elle soit utilisée en toute sécurité. Un des points importants, bien sûr, qui est vérifié aussi, c'est l'ancrage au sol. Faut savoir que les fournisseurs nous donnent très peu de normes par rapport à l'utilisation de ces structures. Les normes qu'il y a, c'est par rapport donc à l'ancrage, les points de fixation, où là, il y a une profondeur obligatoire à respecter. Et donc, c'est ce genre de choses qui est vérifié avant l'ouverture de la saison. Concernant les vents, un fabricant de structures gonflables nous disait tout à l'heure que les vents ne devaient pas dépasser 38 km/h pour ouvrir ces structures. On sait que dans le Var, hier, il y avait, selon Météo France, des vents à cet endroit à 55 km/h, donc beaucoup plus élevés. Vous nous confirmez qu'il ne faut pas dépasser cette vitesse de vent, donc de 38 km/h ? Alors, je ne peux pas vous confirmer cette information. J'ai fait le point avec mon responsable technique qui me dit qu'il n'y a pas spécialement de notion de force de vent dans les normes qui nous sont confiées. Donc, vous n'avez pas été obligé, vous, de fermer une fois pour un vent trop fort ? Alors, c'est à notre discrétion. C'est nous qui décidons, effectivement, dès qu'on voit que la structure penche ou qu'elle se plie. Là, on va décider de nous-mêmes, effectivement, de la fermer. Après, il n'y a pas de normes communiquées particulièrement par rapport à ça. Je suppose que ça dépend énormément aussi de la hauteur de la structure. C'est pas la même chose pour une bulle géante, par exemple, qui va être à 1 petit mètre du sol, ou d'un grand château qui va pouvoir dépasser les 2 mètres ou les 3 mètres de haut. Donc voilà, je ne peux pas répondre plus que ça à la question. Après, sur les notions de vent, c'est à nous vraiment que revient la décision de décider de fermer ou pas. Alors, vous avez parlé du cas de votre parc d'Aventureland. Est-ce que vous avez connaissance d'une règle qui oblige tous les gérants de ces structures gonflables à être soumis à ces contrôles dont vous nous avez parlé ? Est-ce que c'est une obligation pour tous les gérants ? Alors oui, les contrôles des structures et de toutes les attractions au sens plus large du terme est obligatoire, effectivement, je suppose au moins une fois par an. Merci beaucoup Isabelle Thibault d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Dans l'actualité également, ce spectaculaire accident de bus à Cannes hier vers 19h. Un bus en a percuté un autre avant d'emboutir des 2 roues. Au total, 32 personnes ont été blessées. On s'oriente vers un problème technique sur le bus. Les précisions à Cannes de Benoît Ruiz.
la pédale d'accélération de ce bus est-elle restée coincée? C'est l'une des hypothèses. L'enquête menée par la Sûreté urbaine de Cannes devra le confirmer. Alors que s'est-il passé hier en fin d'après-midi ici sur ce boulevard de la Panthiron? En fait, le bus est arrivé du fond du boulevard, une chevauchée un peu folle, un bus lancé à 60 km/h. Il a croisé la route d'un autre bus et c'est en croisant ce bus que la majorité des personnes ont été blessées légèrement à l'intérieur du bus, notamment avec des éclats de verre sur eux. Alors, le bus, lui, il a terminé sa course folle. Ici, vous le voyez, au milieu des deux roues, littéralement pulvérisé lorsqu'il a tenté de s'arrêter, évidemment. Alors, au milieu des Cannois, au milieu des touristes, évidemment, grosse frayeur pour la plupart d'entre eux. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Ils sont au micro de Christopher Lhomme. On a vu le bus arriver à toute vitesse sur le sens inverse. Il est passé à 60-65 km/h. Et on a entendu des gros booms et là il est rentré sur tous les scooters. Là il y a mon scooter épave là. 5 minutes avant, oui, j'ai été chercher des pièces dans le coffre, donc j'aurais pu faire partie d'être écrasé quoi. En fait j'étais sur la trajectoire du bus et d'un coup je bifurque. Quand je le vois arriver, quand j'ai vu qu'il ne rentrait pas dans l'autre bus, et là je commence à courir, j'ai sauté, là j'ai dit il va peut-être m'écraser ou quoi que ce soit. Et là il y avait plein de monde qui commençait à courir et moi je commençais à avoir des vertiges et tout ça. Et après je vois les pompiers qui arrivent, mais après ils m'ont embarqué et tout ça et c'était vraiment un choc quoi. Les 32 personnes blessées ont été réparties dans les différents hôpitaux de la région, mais de l'avis de tous, c'est un véritable miracle qu'il n'y ait eu aucune personne décédée à l'issue de cet accident spectaculaire hier soir à Cannes. Ce témoignage à présent sur BFM TV, celui d'Eddy, ce jeune homme de 22 ans à qui on a dû retirer une partie du crâne, victime d'un tir de LBD, le lanceur de balles de défense. Il accuse les policiers de l'avoir passé à tabac dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge des émeutes à Marseille. Eddy qui dit également aller mieux et il a donné sa version des faits. Écoutez. Moi, j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. Mais je m'estime heureux d'être là. Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là. Donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC. Quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque, il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol et ensuite une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les quatre en fait ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque, m'ont frappé avec leurs gants. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Dans cette affaire, 4 policiers sont soupçonnés d'avoir frappé Eddy. L'un d'entre eux est incarcéré depuis le 21 juillet, ce qui provoque la colère de nombreux policiers. Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police FO a réagi aux propos d'Eddy sur notre antenne. Vous êtes en train de me parler de l'institution police avec une affaire qui est en cours et avec un témoignage chargé d'émotion. Donc ça m'est difficile de répondre d'une manière générale. Alors je vais commencer par les émotions que je comprends. À partir du moment où on a quelqu'un de blessé qui témoigne, c'est toujours chargé d'émotions. Et c'est vrai que je réponds régulièrement que nous avons des centaines de policiers qui ont été blessés, qui se sont fait tirer dessus à balles réelles pendant ces émeutes. Et là, il n'y a pas de témoignage et on n'entend pas l'émotion des policiers.
16h13, cette information qui concerne les impôts et probablement de nombreux millions de propriétaires. Bonne nouvelle, si vous n'avez pas encore fait cette déclaration. Le délai pour déclarer un bien immobilier a été rallongé d'un jour. C'était initialement aujourd'hui à minuit, c'est reporté jusqu'à demain minuit. Donc, information donnée cet après-midi par la Direction générale des finances publiques qui déclare que les serveurs sont saturés. La chronique éco tout de suite avec Pierre Kupferman. Entreprendre et construire un climat d'avenir. Votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour Pierre Kupferman. Bonjour Pierre. Alors on est à un an maintenant des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Et cette question, est-ce que la capitale a retrouvé son aura d'antan auprès des touristes ? Alors, les derniers chiffres dont on dispose sont ceux d'Atout France. Ils portent précisément sur les arrivées de touristes étrangers en France, par avion. Et pour les 3 premières semaines de juillet, on voit qu'on est quand même encore 15% en dessous du niveau d'avant la crise Covid. Ce qui veut dire que pour retrouver ce niveau de 2019, il faudrait qu'il y ait une 50aine de milliers de touristes étrangers en plus chaque semaine. 50 000 touristes par semaine, c'est pas rien. Non, effectivement, d'autant que cet été, les Français qui ont choisi de partir à l'étranger sont un peu plus nombreux. Mais le problème, il est quand même bien identifié, c'est la clientèle asiatique qui manque à l'appel. Les Chinois, évidemment, 2 tiers de moins qu'en 2019, mais vous avez aussi les Japonais, moitié moins, et les Sud-Coréens. Et puis des touristes justement asiatiques qui reviennent souvent de France avec beaucoup de produits, des produits de luxe notamment. Vous avez raison, et cette clientèle, elle manque encore cruellement aux grands magasins parisiens, même si dans le même temps, il y a cet été davantage d'Américains, beaucoup plus de Canadiens qu'en 2019. Ce sont des touristes qui sont venus cette fois avec un dollar plus fort qu'il y a 4 ans, si on compare avec l'euro, et qui sont donc quand même en mesure de dépenser davantage. Donc Pierre, 15% de touristes étrangers de moins qu'en 2019, ça ne veut pas dire 15% de rentrée financière en moins ? Absolument pas. On n'a pas encore les chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, déjà, avec toujours ce fort déficit en touristes asiatiques, eh bien, les recettes ont dépassé déjà le record de 2019, 58 milliards quasiment. Les professionnels du tourisme, en fait, ils ont sensiblement relevé leurs tarifs, ce qui a permis de compenser en fait ce fort déficit en touristes asiatiques. Et puis donc pour cette année 2024, l'année prochaine, on peut tabler sur une arrivée massive donc de touristes étrangers et un nouveau record. Écoutez, c'est assez probable puisqu'on attend quand même 15 millions de touristes rien que pour cet événement, avec d'ailleurs des prix pour l'hébergement qui s'envolent en Ile-de-France, puisque sur Airbnb et sur les autres plateformes de location, de logement, de chambres pour une semaine ou quelques jours, eh bien vous avez déjà des nuitées qui s'annoncent 6 fois plus chères qu'à l'ordinaire, à tel point d'ailleurs que le ministère du Tourisme a obtenu de ces grandes plateformes qu'elles mettent en place un système d'alerte pour que, quand le prix proposé est anormalement élevé par rapport aux autres, celui qui s'apprête à dire oui ou non soit informé que ce prix est quand même anormal. Et ça, évidemment, n'empêchera pas les étrangers de payer le prix affiché, mais ça devrait quand même les inciter à comparer davantage pour éventuellement trouver moins cher. Merci Pierre. Merci. Entreprendre et construire un climat d'avenir. C'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. La guerre en Ukraine à présent avec ces documents inédits. 2 vidéos filmées par des drones ukrainiens ces derniers mois et qui montrent des soldats russes se suicider au combat. Alors s'agit-il de cas isolés ? Comment l'expliquer ? C'est une enquête de nos envoyés spéciaux Benoît Ballet et Théo Touché. C'est au volant de son pick-up, dans la nuit noire de l'Est ukrainien, que Yevhen revient d'une longue journée sur le terrain. C'était trop calme aujourd'hui, vraiment trop calme. On s'attendait à voir l'ennemi, à observer des engins ennemis. On a scruté jusqu'à 7 km de front, mais ils ne sont pas venus. On leur avait promis une bataille, mais ils ne se sont pas montrés. Aujourd'hui, c'était très calme, mais ce n'est pas toujours comme ça. Un jour de mars dernier, en particulier, a marqué les hommes de cette unité. Les Ukrainiens sont sur le point de conquérir une tranchée ennemie dans la région de Bakhmout. Blessé par l'explosion, ce soldat russe vient de prendre une décision irréversible. Il retourne son arme contre lui et s'apprête à appuyer sur la gâchette. 4 mois plus tard, nous retrouvons le pilote du drone à l'origine de cette vidéo. Devant ces images qu'il ne connaît que trop bien, cet homme s'autorise d'abord à nous parler avec son cœur. On a d'abord été surpris et choqués. Avant que la guerre ne reprenne le pas sur ses propos.
Qu'est-ce qui vous a choqué? Eh bien, ça n'arrive pas tous les jours qu'un Russe se tire une balle. Il a réalisé qu'aucun secours n'arriverait jusqu'à lui et qu'il allait mourir dans la douleur, dans ce terrier devant lequel des corps de soldats russes étaient déjà entassés. Il a compris qu'il allait devenir l'un d'entre eux. Il y a plusieurs semaines, un obus de mortier russe a blessé Andriy au mollet. Un de ses camarades est décédé malgré la proximité des secouristes de son armée. Pour cet ancien comptable, Ukrainiens et Russes n'ont rien de comparable. Dans notre armée, même si l'évacuation paraît impossible, nos gars y vont quand même. Aucun de nous n'est laissé dans le pétrin. Et dans le cas de cette vidéo, c'est assez évident que personne n'est venu à la rescousse, que personne n'est venu aider. Ces soldats, ils étaient seuls là-bas. Ils y avaient été envoyés pour servir de chair à canon, pour mourir. D'autant que cet homme n'est pas le seul à avoir filmé un soldat russe se tuer. Une seconde vidéo, enregistrée en mai par une autre brigade ukrainienne, montre une scène similaire. L'ennemi, blessé, n'est pas secouru par les siens et choisit lui aussi de mettre fin à ses jours. On a fait face à de nombreuses situations comme celle-ci. Depuis l'intérieur de la base arrière de son unité, Yevhen nous décrit un phénomène loin d'être isolé. Il y a eu des fois où, quand nos soldats ont pénétré des positions russes, on s'attendait à voir des blessés. Et on a trouvé des hommes de Wagner qui tenaient sur eux une grenade pour se tuer. On a rencontré beaucoup de situations comme celle-ci. D'après ce pilote de drone, de nombreux soldats russes préfèrent se suicider plutôt que d'être faits prisonniers. Ce qui les empêche de se rendre, c'est la propagande. J'en suis certain. La propagande en Russie est si forte qu'elle est capable de retourner le cerveau de ces hommes. Ils croient fermement que si on les capture, on va les humilier, on va leur couper la tête. Je ne sais pas ce que leurs officiers leur racontent, mais ils y croient. Combien de soldats russes se sont-ils donné la mort sur le champ de bataille? Pourquoi ces hommes n'ont-ils pas été secourus par les leurs avant de commettre l'irréparable? Le ministère russe de la Défense que nous avons contacté n'a pas répondu à nos questions. À suivre, le témoignage d'Eddie sur BFM TV, amputé d'une partie du crâne après avoir été blessé en marge des émeutes début juillet. Ce Marseillais de 22 ans dit ne pas en vouloir à tous les policiers. Sur Paramount+. On est plus proche qu'on ne l'a jamais été. Un agent sous contrat ou une lionne? Une lionne, monsieur. Par le co-créateur de Yellowstone. On localise les épouses et les filles de ses cibles prioritaires. On place un agent dans leur entourage et on élimine la cible. Faut qu'on se tire! Ils l'ont démasqué! C'est le détonateur! Tirez! Il ne faut pas oublier pourquoi on se bat. Opération spéciale Lioness. Exclusivement sur Paramount+. Maman, papa, maintenant que j'ai 12 ans, j'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. Même si je sais très bien qu'il faut pas jeter. Mais plutôt donner une nouvelle vie aux meubles. Je vous aime, Anna. Achetez d'occasion, revendez et prolongez la vie de vos meubles Ikea sur Ikea.fr. Il y a des personnes qui nous accompagnent dans les étapes de la vie. Il y a des personnes qui comptent. Il y a des personnes qu'on n'oublie pas. ArthurImo.com. Continuons à écrire votre histoire ensemble. Évaluez votre bien sur ArthurImo.com. Bonjour, bienvenue chez Comme J'aime. Bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais perdre du poids rapidement. Alors j'ai quelques questions à vous poser et je pourrais vous dire vers quelle date vous allez atteindre votre poids idéal. Grâce à une étude interne sur 27 782 clients, nous savons que les clients Comme J'aime perdent en moyenne 6 kilos en 28 jours. Le 12 septembre, vous devriez avoir atteint votre poids idéal. Le 12 septembre? Waouh, c'est bientôt. Vous voulez connaître la date à laquelle vous atteindrez votre poids idéal? Alors rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Optimus Prime. Montez pas à pas cette réplique de grande taille du protagoniste de Transformers. Le numéro 1, 50 centimes d'euros chez votre marchand de journaux et sur Altaïa.fr. Ah, Booking.com. Je rêve d'aller ailleurs, n'importe où. Un galop ou chalet.
chalet. Franchement, je m'en fous. Trouvez la location de vacances idéale. Booking.com, Booking. Yeah. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon? Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Et là, maintenant? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas, là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Profitez longtemps des sons que vous aimez. En vous protégeant des agressions sonores. Grâce à sa composition unique, la boule de cire Kies vous apporte confort et protection. Kies, qui prend soin de vous? Avez-vous déjà imaginé comment tout ça se terminera? John Wick 4. Keanu Reeves revient dans le film d'action ultime. Que la fête commence. Amen. John Wick 4, maintenant en vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Le réseau AD, expert de la réparation auto multimarque, recrute pour ses 2200 garages et carrosseries des mécaniciens, des carrossiers, des peintres, des experts en électronique et des apprentis. Retrouvez aussi toutes nos offres d'emploi sur ad.fr. AD, c'est sûr. Son patrimoine, sa culture, sa gastronomie. La France est unique. CFC Croisières aussi. Embarquez au Havre pour une croisière 100% francophone vers l'Irlande, la Norvège, l'Islande ou le Royaume-Uni. CFC Croisières, la croisière à la française. Dans quelques secondes, Léo va enfin relever les yeux de son portable. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 70 millions d'euros. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel? Trivago. Découvrez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, essayez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il soulage vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. 87% des utilisateurs déclarent avoir réduit leur douleur. Profitez des derniers jours des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Bienvenue chez Poltrone Sofa. Voulez-vous tester nos canapés dernière génération en les essayant vraiment? Avec la collection famille, la dernière génération est pour tout le monde. Essayez, c'est aussi réglable. Le canapé Venerano est à 1449 €. Regardez ce bel espace. Et le canapé Olza, avec lit coulissant, est à 959 €. La dernière génération, à ces prix-là, elle plaît à toute la famille. En plus, les modèles en exposition sont en livraison rapide. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. Bonjour, avant l'arrivée d'un fort coup de vent entre mardi soir et mercredi matin dans le nord-ouest de la France, on aura l'occasion évidemment de le surveiller. Eh bien, déjà beaucoup de monde dans le ciel avec de très très nombreux nuages qui nous apportent des pluies parfois copieuses. C'est le cas en ce moment de la Bretagne à la Normandie en remontant vers les frontières du nord-est. Pour demain matin, eh bien, cette petite dégradation aura glissé dans l'intérieur du territoire entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est, avec d'ailleurs des pluies toujours assez copieuses à caractère orageux. À l'arrière, ciel de traîne typique avec des nuages parfois menaçants, quelques ondées
toujours du vent, notamment entre le Cotentin et la Côte d'Opale. À l'avant, le ciel va changer un tout petit peu avec l'installation d'un voile nuageux et ce vent qui restera sensible. On va de nouveau, évidemment, surveiller le risque d'incendie, notamment sur les départements qui bordent la Méditerranée. Dans l'après-midi, la perturbation face aux hautes pressions aura quasiment disparu. On trouvera quand même quelques nuages supplémentaires et déjà l'entrée d'une nouvelle dégradation dans l'ouest sur la Bretagne avec des nuages, avec des pluies et donc un très très net renforcement du vent en soirée. Il sera, je vous le rappelle, à surveiller. Alors les températures vont dégringoler d'ici jeudi sur le territoire. On voit déjà le changement depuis quelques jours sur les régions du Nord. 14 degrés pour demain matin à Cherbourg, déjà 22 degrés pour Perpignan. Et dans l'après-midi, ça va baisser également sur les régions les plus au sud. 25 pour Bordeaux, 26 à Clermont-Ferrand et une vingtaine de degrés quand même tout au bout de la Bretagne. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bientôt 16h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. Des violences policières, il y en a toujours eu, mais en aucun cas je n'en voudrais à l'ensemble des policiers. Au micro de BFM TV, Eddy, le jeune homme qui dénonce un passage à tabac par des policiers de la BAC de Marseille et un tir de LBD, nous livre son témoignage. Réaction également à venir du syndicaliste policier Edicide. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires alors qu'une structure gonflable s'est envolée hier à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Un homme de 35 ans est décédé, sa fille de 4 ans est dans un état grave. Quelles normes de sécurité s'appliquent à ces structures? Le point dans ce journal. Près d'un mois après sa disparition au Vernay, les recherches reprennent pour retrouver le petit Émile. Périmètre élargi, nouveau chien, drone. Nous ferons le point sur les moyens déployés pour retrouver l'éventuel corps de l'enfant. Mais tout d'abord, ce document BFM TV, le témoignage de Eddy, ce jeune homme de 22 ans, victime présumée d'un passage à tabac et d'un tir de LBD de la police début juillet dernier à Marseille, dans un contexte d'émeutes urbaines auquel il affirme pourtant ne pas avoir participé. Oui, un peu plus tôt sur notre antenne, le jeune homme opéré plusieurs fois après de graves blessures à la tête a livré sa version des faits et donné des nouvelles de son état de santé. Moi, j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. Mais je m'estime heureux d'être là. Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là. Donc on a voulu aller voir. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque, il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite, une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir, en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les 4, en fait, ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque. Ils m'ont frappé avec leurs gants. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose. 4 policiers de la brigade anticriminalité de Marseille ont été mis en examen. Il y a 10 jours, l'un d'entre eux a été placé en détention provisoire, ce qui a provoqué la colère de policiers dans de nombreux commissariats. Le point sur l'enquête confié à l'IGPN avec notre journaliste police-justice Vincent Mantiguen. On est au stade de l'instruction et ça suit son cours. Le stade de l'instruction, on est bien conscient, c'est un juge d'instruction. On est sur un temps un peu plus long des investigations et selon nos informations, cette enquête, elle se concentre à l'heure actuelle sur l'exploitation, sur l'analyse des images de vidéosurveillance. Alors on le sait, il y a notamment la caméra qui équipait un lieu de culte à proximité du lieu des faits qui a pu capter quelques images. On imagine que les enquêteurs sont en train de les visionner et de les analyser, tout simplement parce que dans cette affaire, et Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM l'avait révélé la semaine passée, les 4 policiers mis en examen ont très peu collaboré avec la justice, ils se sont montrés peu coopératifs.
L'un des 4 mis en examen a reconnu qu'il y avait des violences lors de ces auditions, mais les 3 autres ont préféré garder le silence, ne pas répondre aux questions, indiquer qu'ils n'avaient pas de souvenir de la nuit ou alors qu'ils ne se reconnaissaient pas sur les photos ou les images que les enquêteurs pouvaient leur présenter. Donc on le voit, cette analyse des images de vidéosurveillance du quartier va être essentielle pour les juges d'instruction afin de tenter de savoir exactement ce qui s'est passé et d'où viennent les blessures qui ont été causées à Eddy. Par ailleurs, Vincent, l'agent qui a été incarcéré a fait appel de sa détention provisoire. La cour d'appel va bientôt se prononcer ? Oui, jeudi, pression maximale, on pourrait dire, sur les magistrats de la cour d'appel d'Aix, parce qu'on l'a vu, les raisons de cette grogne, de ce mouvement de colère des policiers, c'est le placement en détention provisoire de l'un des leurs. Jeudi, ce sont des magistrats donc de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui vont réexaminer ce dossier, non pas sur le fond, mais vraiment pour savoir s'il doit être maintenu en détention ou laissé libre ou sous contrôle judiciaire. On le sait, lors de la première audience, 2 motifs avaient été retenus pour le placer en détention provisoire. Le risque de pression sur la victime ou ses proches, on le voit, Eddy a parlé un petit peu partout, il a donné sa version des faits, on imagine mal qu'il y ait encore des risques de pression sur lui. En revanche, le deuxième motif à invoquer, c'était le risque de concertation frauduleuse avec les autres protagonistes de l'affaire, notamment les autres policiers. Et on le rappelle, la plupart d'entre eux ont gardé le silence devant le juge d'instruction et les enquêteurs, donc ce risque, il est toujours prégnant. Comment sera-t-il analysé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ? Réponse jeudi avec une décision qui pourrait tomber dans la journée ou peut-être dès le lendemain. Également dans l'actualité, les suites de l'accident survenu hier dans un parc de loisirs de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Un père de famille de 35 ans et sa fille de 4 ans ont été emportés lorsque la structure gonflable dans laquelle ils jouaient s'est envolée, les laissant dans un premier temps entre la vie et la mort. Le papa a finalement succombé à ses blessures. Hilal El Aflahi. C'est à l'hôpital de la Timone à Marseille que la petite fille âgée de 4 ans a été admise en urgence absolue. Le maire de Saint-Maximin de la Sainte-Baume a indiqué que le père de famille âgé de 35 ans n'a pas survécu à ses blessures. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la maman présente sur les lieux, qui a fait preuve d'un courage remarquable, ainsi qu'à tous les membres de la famille. Hier, en plein après-midi, un père et sa fille jouent sur une structure gonflable. Sous le regard de plusieurs témoins, l'installation s'envole pour s'écraser quelques mètres plus loin. On a tous vu d'un coup la structure donc au-dessus des arbres, elle était dans le ciel ici. Ça nous a tout de suite choqués. On a vu les 2 personnes inanimées par terre et d'entendre la maman dans cet état crier pour sa fille et le père, c'était horrible. Mais il y avait beaucoup de vent hier, il y avait beaucoup de vent. À l'arrivée des secours, le père et sa fille sont en arrêt cardio-respiratoire. Les 2 victimes sont évacuées dans 2 hôpitaux marseillais. Selon Météo France, des rafales de vent de plus de 50 km/h soufflaient sur Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ce dimanche. La structure gonflable se trouvait dans ce parc aquatique, installé sur un terrain de la ville. C'est un terrain communal qui a été mis à disposition de la société, qui avait des équipements de ce type-là qui fonctionnaient déjà par ailleurs et qui fonctionnaient très bien. Après, c'était le gérant et l'exploitant à s'assurer de toutes les conditions requises, notamment en termes de respect des normes en vigueur, pour que l'exploitation se passe au mieux. Le maire de la commune a indiqué qu'1 minute de silence sera respectée lors du conseil municipal ce mercredi en mémoire du père de famille et qu'une cellule psychologique a été mise en place destinée à prendre en charge les enfants présents choqués par cet accident. Et dans cette affaire, le parquet de Draguignan a ouvert une enquête pour blessures et homicide involontaire. Denis Avakian est le directeur général de la société de location de matériel et de divertissement Star à Nîmes. Il rappelle une règle importante d'installation de ce genre de matériel en fonction de la force du vent. Il y a une réglementation qui existe de toute manière, qui nous impose une interdiction de gonflage au-delà de 38 km/h. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre de matériel au-delà de 38 km/h. Il y a une échelle de Beaufort qui nous sert simplement de repère. Après, les structures doivent être, bien évidemment, même s'il n'y a pas de vent, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bourrasque, qu'on n'est pas après d'un coup de vent, d'un orage qui peut arriver à tout moment, toutes les structures doivent être ancrées au sol, par des piquets qui mesurent au minimum 38 cm. Au-delà de ça, on doit aubaner si on peut pas, et en plus aussi ancrer, ou encore mettre du lestage supplémentaire selon la nature du sol. Pour bien comprendre la situation, Alizé Boissin nous a rejoint. Alizé, que sait-on de la structure gonflable qui a causé l'accident ? Eh bien, on sait que cette structure gonflable, elle était éphémère, elle était basée dans le Var, sur ce terrain que vous voyez ici. Donc, c'est situé à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, qui a ouvert donc cet été. Et concernant la structure gonflable, elle pèse 1 tonne, elle mesure 20 mètres de haut
pour 20 mètres de large. Et c'est cette structure donc qui s'est décrochée alors qu'il y avait 2 visiteurs à l'intérieur qui ont été donc traînés sur plusieurs mètres à cause d'une rafale de vent. Alors il est trop tôt encore pour vous dire exactement les causes de l'accident, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une enquête qui est ouverte. Alors Alizé, qui fixe les règles de sécurité des installations comme celle de cette ville? Alors pour cette structure gonflable, les règles elles sont fixées par l'AFNOR, l'Association française de normalisation qui édite les différentes normes pour les structures gonflables. Alors par exemple, vous avez le filet de retenue qui doit déterminer la zone de l'aire de jeu. Et on a aussi un système d'ancrage pour fixer au sol la structure gonflable. Enfin, la pression de l'air est aussi réglementée. Plus largement, Alizé, comment sont encadrés les parcs sur la sécurité des manèges? Eh bien, c'est encadré par la loi promulguée en 2008 sous Nicolas Sarkozy. Alors, cette loi, elle précise que les manèges, les machines et les installations pour les fêtes foraines ou parcs d'attractions sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement. Et existe-t-il une différence entre ce qu'on appelle un parc d'attractions et une fête foraine ? Oui, absolument. En fait, il faut bien comprendre que les parcs d'attractions, il y a des structures fixes, donc qui ne se démontent pas tous les jours. Alors, ces structures-là, il y a des contrôles qui sont faits quotidiennement. Il y a aussi une maintenance pour ce genre de machines. Et les parcs d'attractions, type Parc Astérix, Disneyland Paris, ont des normes européennes qu'ils doivent respecter. Pour les parcs type fête foraine, donc, là, c'est un petit peu différent. Ce sont des structures qui se démontent et qui se remontent en fonction de l'endroit où ils sont installés. Et là, la loi précise que tout exploitant de manège, machine ou installation est tenu d'afficher le nom de l'organisme de contrôle et la date de la dernière visite de contrôle. Alors, avant l'ouverture d'un parc type fête foraine, il y a un contrôle de sécurité, une commission de sécurité qui se rend sur le parc. Il y a par exemple le maire, les pompiers. Ils visitent le site tout simplement pour voir si le parc peut accueillir avec toute la sécurité qu'il se doit du public. Et enfin, c'est l'édile, le maire donc, qui interdit l'utilisation des manèges ou qui dit oui ou non si le parc peut ouvrir. Merci beaucoup, Alizé, pour toutes ces précisions. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucune nouvelle du petit Émile, 2 ans et demi, disparu il y a 3 semaines maintenant au Vernet. C'est dans le cadre de l'enquête que les recherches reprennent aujourd'hui avec de nouveaux moyens pour éventuellement retrouver un corps. Pierre Barbin est notre envoyé spécial sur place. La décision a été prise par les 2 juges d'instruction en charge de l'affaire. Les recherches reprennent en compagnie de 7 chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, ainsi qu'un drone de la gendarmerie nationale pour explorer les zones difficiles d'accès. Cela fait suite à 4 jours de recherche qui ont eu lieu la semaine dernière dans un périmètre de 5 km autour du lieu de villégiature du Petit Émile. Un périmètre qui est désormais élargi jusqu'à jeudi soir au minimum. Ce que l'on sait également, c'est que les enquêteurs ont ordonné à tous les agriculteurs de ne plus faire les foins dans les champs parce que ça pourrait effacer certains indices. En tout cas, l'accès au hameau du Haut-Vernet est toujours bloqué jusqu'à aujourd'hui normalement, mais c'est vrai que l'arrêté d'interdiction pris par la mairie pourrait être prolongé. Cela fait maintenant plus de 3 semaines qu'Émile a disparu. C'était le 8 juillet aux alentours de 17h15 et pour l'instant, il n'y a aucune trace pour retrouver l'enfant, le petit garçon de 2 ans et demi. Merci d'avoir suivi l'après-info aujourd'hui sur BFM TV. On vous laisse avec Alain Marchal pour BFM Story. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.